à l'enquêteur ou l'enquêtrice là, d'établir un lien de confiance avec un enfant qui est souvent anxieux ou inquiet, et ce, dans un temps qui est relativement court. Ça demande aussi de s'adapter aux capacités cognitives, langagières et relationnelles des enfants. Je dis souvent que faire une entrevue avec une audition avec un enfant, c'est comme un peu ouvrir une boîte à surprise, tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Et pour deux enfants de 6 ans, on pourrait avoir des comportements et des capacités assez différentes là, sur leur capacité à être capable de faire un récit. On a aussi, dans cette tâche, on veut obtenir un maximum d'informations judiciaires, mais on ne veut pas influencer le souvenir de l'enfant ou sa façon de nous raconter les choses. Donc, on voudrait questionner avec des questions le plus ouvertes possible. Je vais y revenir tout à l'heure. On veut aussi s'assurer d'obtenir les éléments d'enquête qui sont pertinents et on veut soutenir de façon non suggestive les efforts de l'enfant et composer avec la résistance. Donc, on pourrait élaborer chacune de ces dimensions-là, mais je trouvais que ça place le portrait du niveau de difficulté élevé que de faire ces auditions avec de jeunes enfants. On a aussi les 30-40 dernières années de recherche nous ont vraiment permis de mieux comprendre qu'est-ce qui influence la qualité de la révélation de l'enfant. Alors évidemment, il y a tous les aspects de suggestibilité. Les enfants sont plus suggestibles que les adolescents ou les adultes, mais il y a certains adolescents ou adultes qui sont aussi assez influençables. Mais il y a certaines particularités chez les enfants au niveau de leur suggestibilité. Évidemment, les capacités de mémoire des enfants ne sont pas celles des adolescents ou des adultes, mais on sait que les enfants sont capables de rapporter des souvenirs exacts sur des choses qui leur sont arrivées. Et ce, je dirais dès l'âge de 4 ans, mais évidemment, ces récits-là vont être très courts. Il y a peut-être plusieurs détails qui, sur un plan judiciaire, seraient importants, qu'on ne sera pas capable d'obtenir. Le niveau de développement des enfants aussi va venir influencer la qualité de la relation, mais je viens de dire, même les enfants de 4 ans peuvent être fiables dans leur récit. Évidemment, on va avoir plus de détails, plus d'informations que des enfants plus vieux. Un élément qui est vraiment crucial, c'est le type de questions qui sont demandées aux enfants, qui viennent influencer à la fois la mémoire et la suggestibilité. Le contexte dans lequel on s'installe pour recueillir aussi la parole d'enfant est important. On voudrait avoir un lieu qui est privé, qui est exempt de sources de distraction. Donc, on veut une salle avec 2 chaises et le moins de bruit possible pour ne pas distraire l'enfant. On ne veut pas avoir des jouets dans la salle non plus. On veut vraiment un lieu qui est tranquille et qui est propice pour les enfants au fait de pouvoir se concentrer. Et la qualité de la relation avec l'enquêteur aussi va être importante pour permettre aux enfants de passer par-dessus leur résistance ou leur anxiété. Alors, je vous ai dit, les questions sont importantes. Habituellement, le niveau de questions qu'on voudrait utiliser, c'est ce qu'on appelle ici des questions ouvertes ou d'invitation. Qui est vraiment le niveau le plus ouvert, donc d'où mon triangle, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir le plus de détails possible avec le moins de suggestibilité possible. Les questions directives, c'est des questions où, quand, quoi, comment, qu'est-ce que, qui peuvent apporter de l'information qui est exacte, mais qui aussi parfois vont solliciter de l'information qui n'a pas été enregistrée dans la mémoire de l'enfant. Les questions proposant un choix, c'est toutes les questions qui commencent par « est-ce que ». On sait que les réponses des enfants à ces questions-là sont beaucoup moins exactes. On peut, selon les circonstances, l'âge des enfants, avoir jusqu'à 40% de taux d'erreur. Donc, c'est vraiment des questions qu'on voudrait, si possible, éviter dans le cadre d'une audition. Et les questions suggestives, bien, c'est toute question, peu importe la formulation, où j'introduis de l'information ou je mets une pression sur l'enfant pour qu'il réponde dans le sens qui est attendu avec ma question, mon intervention. Donc, les invitations, ben, l'invitation, c'est une question comme « dis-moi tout ce qui s'est passé, parle-moi plus de ça, et après, qu'est-ce qui arrive? » Donc, le premier niveau d'invitation générale est vraiment très ouvert. On va aussi utiliser, on souhaiterait utiliser des invitations avec une segmentation de temps. Une segmentation de temps, c'est qu'on va reprendre dans le récit de l'enfant un court moment pour voir s'il est capable d'aller chercher plus de souvenirs, plus de détails. Donc, dis-moi tout ce qui se passe
à partir du moment où il entre dans ta chambre jusqu'à temps qu'il te touche. Et on a aussi des invitations qu'on appelle avec indice, donc qui vont reprendre une information donnée par l'enfant. Parle-moi plus de sa main qui caresse ton ventre. Parle-moi plus de toi pendant qu'il t'embrasse. Donc, on va reprendre des éléments mentionnés par l'enfant pour voir si il peut, de façon assez libre, aller chercher dans sa mémoire plus d'informations. Alors, pourquoi on voudrait privilégier les invitations? C'est parce que les enfants sont suggestibles. Et ces questions-là ne mettent aucune pression sur l'enfant quant au contenu, Mais parce ça, qu'on ça reprend a du dû faire, contenu de ça a l'enfant. mis autorisé complètement. J'ai mis cette fois. Et on reprend le contenu de l'enfant et donc on lui demande d'élaborer à partir du contenu qu'il a lui-même apporté. Ces questions-là utilisent les mots et le contenu de l'enfant, donc on est certain d'avoir une meilleure compréhension des questions. Plutôt, quand on formule parfois des questions directives, on utilise un vocabulaire que certains enfants ne maîtrisent pas. On sait que, règle générale, les enfants qui sont rencontrés dans le contexte des auditions ont en moyenne 1 année et demie de retard sur le plan du langage. Donc, c'est quand même une information qui est importante parce que ça veut dire que quand vous interviewez un enfant de 8 ans, il a peut-être une maîtrise du vocabulaire ou une connaissance qui se situe au niveau d'un enfant de 6 ans et demi. Et les invitations permettent à l'enfant de nous dire que son récit est complet. Donc, si je fais une segmentation de temps et que l'enfant n'a rien d'autre à ajouter d'éléments entre les deux, ben, ils vont nous dire, ben, c'est tout, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça ne met pas une pression sur l'enfant pour qu'il nous donne une réponse en particulier ou plus détaillée. Ces invitations-là, on veut aussi les privilégier parce qu'elles utilisent le rappel libre plutôt que la mémoire de reconnaissance. Et on sait que la mémoire de rappel libre, elle est beaucoup plus exacte, bien qu'elle va être incomplète, parce qu'on sait que tous les détails ne s'enregistrent pas dans la mémoire. La mémoire, elle est reconstructive. Mais pour les enfants, les adolescents ou les adultes, la recherche montre que lorsqu'on leur demande d'accéder librement à leurs souvenirs, les détails qu'on va obtenir ont beaucoup plus de chances d'être exacts. On sait aussi que la qualité de ce qui s'enregistre dans la mémoire varie en fonction de nos intérêts, de notre histoire, des connaissances qu'on possède. Et donc, le fait d'utiliser des invitations nous permet à l'enfant de faire un meilleur tri dans sa mémoire par rapport à ce qu'il veut nous dire. Donc, ces invitations-là ont été bien inscrites dans le protocole révisé du NICHD et elles servent vraiment de point d'ancrage dans la façon de vouloir travailler dans les auditions. Donc, le protocole du NICHD, c'est pour National Institute of Child Health and Human Development. C'est l'Institut de recherche en santé des États-Unis où McCallum travaillait avec ses collègues autour des années 1996, où leur première intention était de coter la véracité des dires de l'enfant, mais pour se rendre compte que les entrevues étaient tellement suggestives qu'il n'y avait pas moyen de savoir dans ce qu'avait dit l'enfant, ce qui provenait de la mémoire de rappel libre. Donc, leur premier objectif avec la création du protocole du NICHD, c'était de tenir compte des recommandations, des recherches et de traduire ça dans des étapes opérationnelles pour aller chercher des informations le plus complètes possible, mais surtout le plus exact aussi. Donc, on cherche vraiment avec le guide d'audition à aller chercher des détails sur qui, où, quand, quoi, comment, mais à partir de la mémoire de rappel libre de l'enfant. Donc, c'est vraiment un protocole qui a été conçu à des fins judiciaires. Alors, ce protocole-là a misé sur les capacités cognitives des enfants au niveau de la mémoire, au niveau de la suggestibilité, mais aussi au niveau du langage. Le protocole a été écrit pour que les enfants, dès l'âge de 4 ans, puissent comprendre les phrases et soient capables d'y répondre. Et ce protocole-là remplissait bien ses objectifs dans la mesure où on allait chercher beaucoup plus de détails de la part de l'enfant en réponse à des questions ouvertes ou d'invitation. Donc, on avait une plus grande certitude que les informations fournies étaient exactes.
le protocole permettait aussi d'augmenter de 10% le taux de dévoilement des enfants, de révélation des enfants lors des entrevues, et ça permettait d'augmenter la quantité de questions ouvertes de la part des enquêteurs. Alors, malgré toutes ces avancées-là, quand on regarde sur le terrain ce qui se passe, c'est que selon les études, on peut avoir entre 25 mais jusqu'à 34% des enfants qui ne dévoilent pas les mauvais traitements qu'ils subissent lors de ces entrevues d'enquête-là. Et ce qu'on observait, c'est que les intervieweurs étaient en difficulté quand les enfants étaient réticents ou résistants, et plutôt que d'offrir du soutien, ils avaient tendance à devenir plus coercitifs, c'est-à-dire à insister plus sur l'importance de parler, l'importance de dire les choses lors de l'audition. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait peu d'énoncés de soutien dans les entrevues, et s'il y en avait, ces énoncés-là n'étaient pas présents ou contingents au moment où les enfants en avaient le plus de besoin. Et là, toutes les recherches qui ont été faites sur la résistance des enfants ou les entrevues où les enfants ne dévoilaient pas indiquaient assez clairement que les enfants qui ne révélaient pas étaient résistants dès le début de l'entrevue d'enquête. Donc, ça veut dire qu'il faut agir assez tôt dans l'entrevue si on veut être capable de pouvoir obtenir une révélation de la part de l'enfant. Alors, c'est sur c'est dans cet objectif-là qu'a été développée la version révisée du protocole qui a été diffusée en 2018. C'était de tenir compte de l'aspect motivationnel et relationnel des enfants. Donc, ils ont développé ce protocole-là sur la base de plusieurs études où ils ont regardé la dynamique des entrevues, mais aussi les caractéristiques des enfants et des intervieweurs lorsque les enfants ne dévoilaient pas. Ils ont par la suite testé le protocole révisé aussi avant de le diffuser. Alors, le protocole du NICHD révisé, ça demeure un guide qui est détaillé, qui est concret, de ce point de vue-là, qui est assez facile à suivre, bien que ça demande une formation assez solide. Ça intègre des connaissances récentes sur le fonctionnement de la mémoire chez l'enfant. C'est écrit dans un langage qui est simple et accessible pour que les enfants de 4 ans puissent le comprendre. Et c'est surtout un protocole qui est utilisable dans toute situation où un enfant doit être interrogé. Donc, c'est sûr qu'il a été développé d'abord pour interroger des enfants dans un contexte d'agression sexuelle ou d'agression physique. Mais si vous avez un enfant à raconter qui a été témoin de violence conjugale, d'un meurtre, de n'importe quelle situation criminelle, c'est le protocole du NICHD qui devrait être utilisé. Alors, le protocole est divisé en 2 grandes étapes. Une première étape qu'on appelle la phase pré-déclarative. C'est une phase qui nous permet de préparer, d'entraîner l'enfant pour le rôle qu'il va devoir assumer dans la partie déclarative. C'est beaucoup plus simple de faire la tâche à l'enfant sans aborder les faits que de commencer à lui expliquer ce qu'on attend de lui. Je vais avoir beaucoup de détails. Les enfants, pour eux, des détails, c'est quand même quelque chose qui est assez abstrait. Mais de faire une tâche, ça les aide à comprendre. Ensuite, on a la phase déclarative où on a une transition avec une série de questions pour des questions non suggestives qui vont aller vers les questions plus suggestives pour que l'enfant puisse aborder le sujet qui est enquêté. C'est une partie qui est structurée, c'est-à-dire qu'on veut faire les choses dans un certain ordre et d'une certaine façon, mais c'est une partie qui est aussi flexible parce qu'on doit s'ajuster au discours et au contenu qui nous est donné par l'enfant. Et c'est une partie où on veut solliciter l'information d'abord avec la mémoire de rappel libre de l'enfant, donc avec nos questions ouvertes d'invitation le plus possible avant de pouvoir utiliser des questions directives. Et si possible, on ne voudrait jamais utiliser des questions est-ce que ou des questions suggestives. Parfois, on en a quand même besoin de quelques-unes, auquel cas, elles vont être différées complètement à la fin de l'entrevue parce qu'on ne veut pas venir contaminer ou influencer le récit de l'enfant. Alors, la phase déclarative, on a un accueil qui est beaucoup plus chaleureux avec la version revisée. On va aussi introduire les parties, les rôles de chacun de la victime et de l'intervieweur. On va prendre un certain temps pour établir une relation de travail avec l'enfant,
Donc, en parlant de choses que l'enfant aime faire, par exemple, de quelque chose, on va aussi essayer de miser à faire parler les enfants de leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'on sait que les émotions aident à stocker plus d'informations au sein de la mémoire, particulièrement les émotions qui sont négatives. Les enfants parlent peu de leurs émotions habituellement dans les auditions. Il le fait les encourager à parler quelque chose d'agréable qui est arrivé à l'école ou de désagréable qui est arrivé à l'école nous permet d'avoir accès aux émotions des enfants et de pouvoir les relancer sur ces sujets-là. Ensuite de ça, on va essayer d'établir avec l'enfant des règles de communication. Donc, l'importance de nous dire la vérité, de corriger l'enquêteur si on fait une erreur, de dire qu'ils ne savent pas la réponse ou dire qu'ils ne comprennent pas les questions, qui sont autant de facteurs qui rendent les enfants plus suggestibles dans les entrevues d'enquête. Et finalement, on veut demander à l'enfant de nous rapporter un événement récent sans lien avec l'agression sexuelle. Cette étape-là, on l'appelle l'entraînement à la mémoire épisodique et c'est une étape qui est cruciale dans cette phase prédéclarative parce qu'elle permet de conscientiser l'enfant à la quantité de détails qui est attendue. Donc, l'enfant va comprendre à travers un court exercice qui dure entre 5 et 7 minutes qu'il doit tout rapporter et ça lui permet aussi de comprendre que c'est lui la source d'information. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie et donc c'est important que l'enfant puisse nous dire le plus de choses possibles sur ce qu'il a vécu. Ça permet à l'enfant aussi de se familiariser avec les questions ouvertes, donc nos questions d'invitation, parce que c'est des questions qui ne sont pas utilisées dans la vie de tous les jours, ou à peu près pas, ou très, très rarement. Comme parent, vous travaillez toujours, vous parlez toujours à vos enfants avec des questions très précises, souvent des questions est-ce que ça a bien été à l'école, est-ce que tu as des travaux à faire ce soir? Donc, on n'utilise pas les invitations et donc la pratique de la mémoire épisodique permet aux enfants de pratiquer ce type de questionnement-là, donc au fond, d'apprendre à y répondre et de comprendre ces questions-là. Et ça permet à l'enfant déjà de le faire pratiquer à utiliser sa mémoire pour nous parler d'un événement récent qui a été agréable et intéressant pour lui. Donc, comme je vous ai dit, cette étape-là devrait durer entre 5 et 7 minutes, mais elle est vraiment cruciale et elle remplit plusieurs fonctions. Pour l'enfant, ça lui permet de s'habituer et d'utiliser nos questions ouvertes. Ça lui permet de comprendre la quantité de détails que l'on attend. Ça permet de comprendre que l'enquêteur ne sait rien sur lui aussi. Et ça lui permet d'apprendre à faire confiance à l'enquêteur. Il ne faut pas oublier là, que l'enfant se retrouve avec un étranger dans une pièce qu'il ne connaît pas, il est anxieux. Donc, on a besoin d'un certain temps pour permettre à cet enfant-là de se détendre, mais aussi de trouver que la personne qui est en face de lui est intéressée par lui et est là pour l'écouter. Et surtout, ça permet cet entraînement à la pratique de la mémoire-là de développer chez l'enfant son sentiment de compétence à répondre aux questions de l'enquêteur. Si on travaille qu'avec des invitations, les questions sont beaucoup plus faciles pour les enfants et donc les enfants tranquillement se détendent et se rendent compte qu'ils sont capables de répondre aux questions et se sentent compétents à le faire. Pour l'enquêteur aussi, cette étape-là revêt plusieurs avantages. Ça lui permet d'avoir du temps pour évaluer le niveau de développement de l'enfant. J'ai un enfant de 8 ans devant moi. Est-ce qu'il me parle comme un enfant de 8 ans? Est-ce qu'il a l'air plus évolué qu'un enfant de 8 ans, moins développé qu'un enfant de 8 ans? Donc, ça nous permet d'avoir une certaine idée des capacités de l'enfant à rapporter des événements et de ses capacités au niveau du langage. Ça nous permet aussi d'évaluer sa capacité à fournir certains types ou catégories d'informations selon les invitations à indices, par exemple, que je pourrais utiliser à partir du récit de l'enfant. Ça donne du temps à l'enquêteur ou l'enquêtrice pour s'ajuster au rythme et au style de l'enfant. Il y a des enfants qui ont besoin de temps pour réfléchir à la question. D'autres enfants sont plus rapides, parlent beaucoup. Certains enfants prennent beaucoup de place dans la pièce, d'autres sont plus
intimidé, donc plus calme, plus tranquille. Donc, ça nous donne du temps pour s'ajuster au rythme et au style de l'enfant. Souvent, on a tendance à reposer une question alors que l'enfant a compris la question, il a juste besoin de temps pour pouvoir y réfléchir et pouvoir nous répondre. Ça donne du temps aussi à l'enquêteur ou l'enquêtrice pour manifester son intérêt auprès de l'enfant et donc consolider cette relation de travail-là, cette alliance de travail-là entre les deux personnes. Et cette pratique de la mémoire épisodique-là, ça nous donne un niveau de base des capacités de l'enfant et ça pourrait être utile dans des situations où on n'est pas certain que ce que l'enfant nous a dit est la vérité ou pas. Le fait d'avoir un niveau de base, on devrait retrouver les mêmes caractéristiques dans la partie déclarative. Donc, si l'enfant a de la difficulté à rapporter certains détails, à rapporter certaines informations, de la difficulté à nous faire un récit qui est chronologique ou qui se tient, on devrait retrouver exactement les mêmes difficultés dans l'autre partie aussi. Donc, ça nous fait un niveau de base aussi pour pouvoir juger de la déclaration de l'enfant. Alors voilà, fait que cette partie pré-déclarative-là devrait durer une quinzaine de minutes au total, à partir du « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» jusqu'à la fin de la pratique de la mémoire épisodique. Donc, ce n'est pas très long, mais les gains obtenus le fait de faire chacune des étapes dont j'ai parlé avec l'enfant sont inestimables par rapport à être capable d'obtenir un récit non suggestif de la part de l'enfant par la suite. Alors, la phase déclarative va commencer avec, comme je vous disais, une transition pour obtenir l'allégation d'une façon non suggestive dans les mots de l'enfant. Ça va nous permettre de composer avec la résistance s'il y a lieu, parce que même si on établit un lien de confiance, ça se peut que du malaise, des hésitations, de l'anxiété reviennent quand c'est le temps de parler des événements. Donc, on veut pouvoir composer avec les résistances de l'enfant. On va obtenir un premier récit libre du début à la fin de la part de l'enfant sans l'interrompre. Et on va essayer d'obtenir un maximum de détails, d'abord avec nos questions d'invitation, donc des invitations générales, des segmentations de temps, des invitations avec indices. Et comme je vous dis, il y a vraiment un ordre là, qui est prescrit pour essayer de travailler dans le récit de l'enfant. On va prendre le temps aussi de vérifier s'il y a eu des événements multiples et auquel cas de détailler au moins 2 de ces événements-là. Et on va aussi terminer cette partie-là en essayant de savoir s'il y a eu des témoins potentiels qui auraient pu observer l'agression ou encore à qui l'enfant aurait pu parler. Habituellement, les éléments d'enquête qu'on souhaite obtenir, c'est où l'enfant était, quand est-ce que c'est arrivé, qui a fait les gestes et comment ça s'est passé, donc qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on veut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et on veut savoir s'il y a des paroles ou les témoins. Donc, souvent, les entrevues d'enquête qui sont menées auprès des enfants et qui ne suivent pas un récit libre ou qui ne suivent pas le protocole niche vont essayer de travailler les éléments d'enquête dans ce sens-là. Toutefois, le récit de l'enfant, et là, les enfants sont le plus fort dans la mesure le plus habile, c'est de vous dire comment les choses se sont passées. C'est là que les enfants sont à leur meilleur. Donc, pour décrire les gestes, les actions de ce qui s'est passé, on sait que les détails qu'ils vont nous fournir librement à cet effet-là, comme je l'ai dit tantôt, risquent d'être exacts. Bon, ensuite, souvent, ils vont parler spontanément de qui l'a fait. La description des lieux, les enfants souvent vont nous décrire les gestes, mais sans nous avoir précisé où ils étaient. Organiser un récit là, structuré en disant où j'étais, quand est-ce que c'est arrivé, ça ne se développe pas avant l'âge de 10, 11 ou 12 ans, mais clairement avant l'âge de 10 ans. Donc, les enfants, spontanément, vont d'abord nous parler de ce qui s'est passé, vont nous dire souvent avec qui ils étaient. Où ils étaient, ça devrait venir comme une question après avoir obtenu les éléments sur les gestes. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est une question qui demeure très difficile pour les enfants et ça, au moins jusqu'à l'âge de 10 ans.
Donc, on veut différer ces questions-là le plus loin possible dans l'entrevue. Les paroles, souvent, les enfants ne se souviennent pas très bien des paroles. Ils vont parfois nommer de façon spontanée dans leur récit, mais parfois pas du tout non plus. Et les témoins, aussi, c'est rarement inclus directement dans le récit des enfants. Donc, si on veut respecter la mémoire de rappel libre de l'enfant, il faut commencer, il faut laisser les enfants aller et s'attendre à ce qu'on ait d'abord les gestes et d'autres informations qui pourraient apparaître importantes pour une enquête ne seront peut-être pas soulevées au départ. Qu'est-ce que fait de plus le protocole revisé par rapport à l'ancien protocole? C'est qu'on a mis plus d'éléments pour soutenir et encourager l'enfant. Donc, je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui ou manifester de l'intérêt. Je suis vraiment contente de mieux te connaître. On va aussi, si on en a besoin, sonder. On va sonder l'état de l'enfant. Comment vas-tu? Comment tu te sens maintenant? Donc, avant de passer, par exemple, à la partie déclarative, on va demander à l'enfant comment tu te sens jusqu'à maintenant, parce qu'on voudrait entendre que l'enfant se sent bien, qu'il est plus détendu, qu'il est plus... qui se sent plus à l'aise de nous parler ou de se confier à nous. Et on a aussi inclus des renforcements. Et les renforcements, on ne veut pas qu'ils soient suggestifs. Donc, tu m'aides à comprendre, tu me dis beaucoup de choses, ça m'aide à comprendre. On veut pouvoir envoyer le message à l'enfant que les efforts qu'il fait nous aident à mieux comprendre la situation. Alors ça, c'est des éléments qui étaient peu présents dans le protocole précédent qui maintenant ont vraiment été beaucoup mieux intégrés dans le protocole revisé. Donc, on veut plus soutenir et encourager l'enfant, mais en même temps, on ne veut pas faire du soutien suggestif. Et là, ici, la ligne est vraiment très, très mince entre une intervention qui est adéquate, qui est un soutien adéquat, et un soutien qui pourrait devenir suggestif. Donc, on veut éviter, par exemple, de renforcer une réponse en particulier. Alors là, je comprends bien, ta réponse est plus claire, ça, c'est une bonne réponse. Évidemment, ça, ce sont des interventions qui sont suggestives. On ne veut pas non plus valoriser l'enfant avec des compliments. Wow, tu me dis merci beaucoup, tu es vraiment bonne ou tu es vraiment intelligente, tu as une très, très bonne mémoire. On veut éviter de complimenter l'enfant. On veut aussi éviter de porter des jugements. Tu as bien fait d'en parler à ta mère, tu aurais pu te sauver. Donc, je veux pas, moi, venir donner une couleur sur des éléments que l'enfant nous a nommés. On veut rester quand même le plus neutre possible, mais on veut être capable, comme je disais tantôt, de soutenir les enfants avec des renforcements qui sont non suggestifs. Tu me dis beaucoup de choses, je vois que tu travailles très fort pour m'aider, ça m'aide à comprendre ce qui t'est arrivé. Et beaucoup moins suggestif. Alors, je vous ai dit tantôt, le protocole niche, c'est quand même un guide qui est structuré, qui définit les étapes, qui définit les phrases qu'on voudrait utiliser, qui définit les questions. Et de ce point de vue-là, ça peut être assez facile à suivre, mais ça demande quand même une formation qui devrait s'étendre sur une semaine ou un peu plus d'une semaine, parce que, entre autres, les questions ouvertes ne font pas partie du vocabulaire, font pas partie de notre vocabulaire. Et des fois, je dis, apprendre protocole niche, c'est comme apprendre un nouveau langage, et c'est vraiment ça. Les questions d'invitation, la façon de noter le discours de l'enfant, la façon de revenir questionner dans le discours de l'enfant, c'est autant d'éléments qui peuvent servir à interroger les adolescents et les adultes. Donc, il y a plusieurs connaissances ou habiletés qu'on va développer avec le protocole niche qu'on pourrait aussi, que les enquêteurs, une fois qu'ils les possèdent, utilisent évidemment avec les adolescents et les adultes. Donc, la semaine de formation, là, je vous dis, comprendre une revue des connaissances sur le développement des enfants, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un enfant de 6 ans, d'un enfant de 10 ans, c'est quoi leurs compétences par rapport au temps, par rapport au nombre, par rapport à décrire des lieux, des personnes,
Donc, le développement des enfants, est-ce que des enfants qui ont des déficiences intellectuelles sont capables de nous donner des informations qui sont exactes? Donc, c'est des éléments qui sont revus. Leur mémoire aussi, le fonctionnement de la mémoire des enfants, mais ça inclut aussi des adultes, la suggestibilité, qu'est-ce qui est plus particulier à la suggestibilité des enfants et l'impact aussi des différents types de questions. Il y a des pratiques qui sont faites pour être capable de distinguer les types de questions et de générer des questions ouvertes qui sont adéquates. Il y a des mises en pratique qui sont filmées avec des rétroactions qui sont offertes sur la performance. Et idéalement, on devrait avoir un suivi post-formation qui devrait, c'est-à-dire de donner des rétroactions sur des entrevues réelles. Ça prend un certain temps, même si le protocole est bien structuré, à pouvoir se l'approprier. Je dirais que ça prend au moins entre 5 et 8, 10 entrevues avant que les enquêteurs commencent à posséder suffisamment le protocole pour se sentir à l'aise à l'utiliser. Par contre, les gains sont vraiment inestimables. Alors, en parlant des gains et des avantages qu'on a à utiliser le protocole, c'est un des protocoles qui a été le plus étudié, non seulement par Michael Lem, Irit Terkovitch et leurs collègues qui l'ont développé, mais aussi par des gens comme moi qui, au Québec, il y a des gens qui travaillent dans d'autres pays. Donc, c'est un protocole qui a été étudié par plusieurs chercheurs indépendants là, du groupe de départ. Donc, ce qu'on a observé avec le protocole, c'est que le taux de dévoilement était plus élevé quand on utilisait le protocole du NICHD que sans le protocole. Donc, le fait d'avoir une phase prédéclarative qui permet de mettre à l'aise l'enfant, qui permet à travers des activités qu'il apprenne ce qu'on attend de lui en termes de performance, ben ça facilite le fait que l'enfant se sente plus à l'aise pour révéler. Avec le protocole revisé, ce taux de révélation-là a augmenté, notamment de 18% dans les cas d'abus physiques ou sexuels intrafamiliaux, qui est vraiment le type d'agression qui sont le plus difficiles à révéler de la part des enfants, puisque c'est les parents qui les ont infligés, ou parfois les frères ou les sœurs. Le protocole niche permet d'aller chercher 1,5 fois plus de mise en accusation, donc clairement, là, ça nous aide au niveau de la procédure judiciaire. Avec le protocole revisé, ce qu'on observe, c'est que les intervieweurs donnent plus de soutien dans la phase prédéclarative et de transition, et que plus le soutien est présent, moins on a besoin de questions dans la phase de transition pour obtenir l'allégation de la part de l'enfant. Avec le protocole revisé, les enfants sont moins résistants, donc le fait de les soutenir, de faire parler de leurs émotions dès le départ, permet de créer un lien de travail qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus efficace. Le fait de les renforcer sur le fait qu'ils nous disent des choses et que ça nous aide à comprendre, mais facilite aussi le fait que les enfants soient plus collaboratifs. La diminution de la résistance de l'enfant permet d'obtenir 32% plus de détails. Donc, évidemment, ça aide à avoir des entrevues qui sont mieux détaillées, plus complètes. Et moins il y a de résistance, plus les récits sont cohérents. Donc ça nous aide aussi à juger de la crédibilité des enfants. Les enfants expriment un petit peu plus d'émotions et les émotions négatives sont clairement associées à plus de détails dans ces entrevues-là. Les invitations permettent d'obtenir des réponses qui sont 4 fois plus longues et 3 fois plus détaillées ou riches en détails que les autres types de questions. Donc, ça, c'est quelque chose qui avait été démontré là, dès le départ dans les travaux. Et pour les événements multiples, les invitations permettent aux enfants de donner beaucoup plus de détails centraux ou pertinents parce qu'on essaie de travailler sur des épisodes précis. Avec le protocole, les intervieweurs utilisent aussi 3 fois plus d'invitations que sans le protocole et près de la moitié des détails sont obtenus avec les invitations, donc on a besoin de moins de questions. Les entrevues niches sont plus facilement identifiables comme étant crédibles ou non quand on a à les juger et les informations recueillies sont exactes mais incomplètes. Comme je vous dis, tout ne s'enregistre pas dans la mémoire. Donc, en conclusion, recueillir la parole de l'enfant en contexte judiciaire est une tâche complexe.
Elle requiert plusieurs types d'habiletés pour l'intervieweur, tant sur le plan de la relationnel, sur le plan de la connaissance ou d'être capable de s'ajuster aux capacités des enfants, sur sa capacité à utiliser des questions ouvertes le plus longtemps possible aussi et de la meilleure façon possible. Il ne faut jamais oublier qu'une audition, c'est une rencontre avec un enfant qui est vulnérable. C'est un enfant qui peut être, comme je vous disais tantôt, anxieux, inquiet, vient parler de quelque chose qui n'a pas été agréable pour lui, qui a peut-être laissé des séquelles aussi sur le plan psychologique ou de symptômes. Donc, pour avoir accès aux détails de l'infraction, c'est vraiment important d'être capable d'établir une relation de confiance avec l'enfant, de le soutenir et de l'encourager de façon non suggestive les efforts de l'enfant pendant l'audition et d'identifier et de composer avec les signes de malaise et de résistance le plus tôt possible dans l'entrevue. Voilà, alors Magali vous a déjà mentionné que toutes les informations ces informations sont disponibles dans le recueil que j'ai publié récemment.